Bonjour, merci pour votre présence à cet atelier. C'est une conférence interactive, donc je salue également nos collègues et amis internautes qui nous suivent, qui pourront nous questionner, bien entendu, pour vous tout simplement en levant la main entre nos différentes interventions, et nous vous laisserons la parole. Et pour les personnes qui sont donc sur Internet, plusieurs manières de faire. La première, utiliser Twitter par exemple avec le hashtag JUS2015, tout attaché, JUS 2015, ou vous rendre également sur la page streamup.io dans votre navigateur avec le même code JUS 2015. Si vous êtes chez vous, au bureau ou au domicile, vous pouvez également trouver une zone de texte au bas de votre écran, tapez vos questions et nous les envoyer, nous y répondrons volontiers. Donc cet atelier est relatif au schéma d'aménagement et d'usage. Il y a deux schémas dans les Alpes-Maritimes, un qui concerne la stratégie sur les infrastructures de déploiement du très haut débit, de la fibre optique, et un dont vous entretiendra Julien, qui concerne le développement des usages et services numériques. L'économie numérique aujourd'hui, c'est l'inspection générale des finances qui le dit en France, c'est 80% de notre économie impactée directement ou indirectement. C'est en France et en Europe 25% du levier de croissance. Donc c'est un enjeu fondamental qui impose aujourd'hui de préparer au mieux l'avenir sur ce qu'on appelle des infrastructures de nouvelle génération, le réseau NGA, New Generation Access, dans la terminologie européenne, et qui repose principalement sur la fibre optique. Quitter le monde du cuivre et toute la discrimination qu'il impose avec l'affaiblissement du signal sur la distance pour évoluer vers la fibre optique et si possible jusqu'au bout du réseau, jusqu'à la dernière terminaison qui est la prise de l'abonné dans le domicile de l'abonné. Le schéma directeur d'aménagement numérique dans les Alpes-Maritimes, qui a été approuvé en juin 2013, qui a été actualisé en décembre 2014, a fait un choix qui est à la fois réaliste et très ambitieux, qui est celui de ne retenir qu'une seule technologie, le FTTH, Fiber to the Home, la fibre à la prise justement, pour permettre à chaque abonné, à chaque habitant, à chaque entreprise, à chaque administration des Alpes-Maritimes de se situer sur la même très grande vitesse numérique. C'est un message de solidarité territoriale, d'équité, de compétitivité, d'attractivité partout et pour tous, où que l'on se situe dans les Alpes-Maritimes. Donc si j'ose faire la métaphore, nous n'avons pas encore la TGV ferroviaire, la très grande vitesse ferroviaire, puisque nous n'avons pas réellement de date aujourd'hui qui nous est annoncée. En revanche, sur le numérique et l'aménagement numérique du territoire, tout est bien aujourd'hui sur les rails, avec un objectif très simple. Dans les 5 années qui viennent, enfin les 6 années jusqu'en 2021, un objectif de 100% de raccordement, en tout cas au plus proche des 100%, pour permettre justement cette même très grande vitesse numérique partout et pour tous. Donc cet objectif qui est étalé sur 6 années, on peut déjà vous donner quelques engagements que le CITIAM a pris, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, pour accéder au financement FEDER, j'en parlerai après, avec des indicateurs que l'on devra respecter et qui nous amèneront à voir à la mi-temps de notre projet, sous 36 mois, donc grosso modo 2018, une entreprise sur 2 de la zone publique raccordée, la zone publique étant 99 communes mentionnées en bleu sur la carte de gauche, donc 77% du territoire, environ 75 000 prises. Donc une entreprise sur 2 raccordée, 57% des sites publics raccordables, nous en avons recensé près de 700, donc près de 400 quasiment seraient raccordables sous 36 mois, avec pour les populations également un objectif indiqué à environ la moitié, 47% des 75 000 prises, donc environ 35 000 prises. Donc c'est un vrai défi. Francis Kuhn, dans son introduction, parlait tout à l'heure de travail colossal. C'est vraiment un chantier gigantesque qui impacte tous les niveaux de l'action territoriale et qui, pour avancer dans les meilleures conditions, requiert, j'allais dire, de réelles locomotives pleinement en synergie, qui obéissent à une même feuille de route partagée, avec de mêmes objectifs, des mêmes délais, pour que sous le même pilotage opérationnel en maîtrise d'ouvrage CITIAM, chaque territoire, justement, voit sa stratégie de développement, d'attractivité prise en compte via le développement des réseaux télécoms et du très haut débit. Donc ce réseau très haut débit, je vous l'expliquais, 99 communes, 77% du territoire, pèse dans sa tranche de premier établissement, donc c'est sur les 6 prochaines années, 2015-2021, 84 millions d'euros. Si on veut être
complet et y ajouter des hypothèses de collecte structurante, donc avoir un réseau complètement construit par la collectivité et complètement structurant. Donc nous pouvons monter jusqu'à 110 millions d'euros en prenant en compte également tout ce qui concerne les raccordements terminaux. Et les raccordements terminaux, disons, nous les étalerons jusqu'en 2026 pour vraiment aller chercher chaque bâtiment, même dans l'habitat isolé qui représente environ 5% des 75 000 prises que j'évoquais tout à l'heure. Donc 11 locomotives en synergie aujourd'hui, le train a démarré, avec à sa tête, si j'ose dire, l'État, qui nous a informé officieusement à ce stade de son accord de principe pour bénéficier d'une subvention qui, en ferme, disons, est d'un minimum de 14 millions d'euros, et dans des hypothèses conditionnelles que le CITIAM s'efforcera de remplir, pourrait aller jusqu'à 23 millions d'euros. Nous avons également le soutien, en tout cas, qui a été demandé de l'Europe et du FEDER, qui se situerait entre 6 et 8 millions d'euros. Nous attendons une réponse pour la fin du mois de novembre. Le dossier a été déposé fin juin. Le soutien du département, qui s'est engagé dès son budget 2015, en décembre 2014, à hauteur de 14 millions d'euros. La région, PACA, également, qui a été sollicitée en début d'année à hauteur de 15 millions d'euros. Et puis les intercommunalités. Les intercommunalités qui représentent dans leur ensemble 26 millions et demi d'euros, environ 40% du reste à charge dans les Alpes-Maritimes. Et intercommunalités qui, progressivement, signent des conventions, s'engagent financièrement avec le CITIAM, avec le département. Nous avons eu l'exemple de la signature récente par la CAPG, le Pays de Grasse, qui s'est engagé justement avec des objectifs chiffrés en volume de prise, en délai. L'exemple également du Pays des Paillons, qui s'est engagé aussi début septembre, et ces deux conventions passeront au département dans quelques jours en commission permanente d'octobre. Nous avons également comme partenaire la CASA, qui est en train, Antoine, de préparer la signature de sa convention. La CARF, la communauté d'agglomération de la Riviera française, sur Menton, également, où on a un calendrier vers le mois d'octobre. Et puis également, bien sûr, la métropole avec qui nous poursuivons nos discussions et avec qui, d'ici la fin de l'année, normalement, suite à sa délibération de principe pour rejoindre le CITIAM et la démarche du SDAN, qui contribuera également pour sa partie, qui représente environ une trentaine de % des prises du projet. Bien évidemment, je n'oublie pas la communauté d'agglomération du Pays de Lérins, qui a la particularité de se situer à 100% de son territoire sur la zone d'intervention privée, mais avec qui nous avons des échanges réguliers. Nous rencontrons également les communes, les 5 communes de la CAPL, pour essayer d'envisager avec elles une démarche 100% départementale qui interconnecterait notamment tous les sites publics. Cette démarche départementale vise à être pleinement départementale, vise à être complètement homogène avec 2 actions. Une action, j'allais dire, en maîtrise d'ouvrage, sur les 99 communes que je vous ai évoquées, où le CITIAM va construire et puis faire exploiter le réseau. Et puis une action, j'allais dire, de surveillance, de vigilance vis-à-vis des investissements privés, des opérateurs, où, pour vous donner un ordre d'idée, les Alpes-Maritimes se situent au 7e rang national des intentions d'investir privés, puisque si l'on s'en tient aux intentions exprimées par Orange, SFR Numéricable, nous sommes à environ 91% de la population desservie d'ici 2020. Ça, c'est les investissements privés. Donc on est au 7e rang national. Devant nous, c'est principalement des territoires, des départements très urbains, des départements de couronne d'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône. Donc nous sommes au 7e rang derrière les Yvelines, justement. Et donc cette vigilance passe par le principe de CPSD. Ce sont des conventions de programmation et de suivi des déploiements où les opérateurs s'engagent sur des volumes, sur des délais. Pour vous donner un exemple, la CPSD avec Orange, avec l'État, avec la région, le département, tous les EPCI concernés. Il y en a 4 avec Orange, la CARF, la CASA, la CAPL et la métropole. Orange annonce aujourd'hui environ 13% des locaux raccordables en 2015. On évoluerait vers 31% en 2016 et 61-65% dans cette tranche-là en 2017, avec un objectif 100% sur la zone privée en 2020. Ça, ce sont des ordres de grandeur concernant Orange et concernant SFR Numéricable. Pour l'instant, nous avons essuyé les plâtres, si je me permets l'expression, pour proposer au niveau national une convention spécifique très haut débit sur la modernisation des réseaux câblés. Et cette convention est actuellement sur le bureau de la mission très haut débit qui devrait nous faire
son retour, rapidement, je l'espère. Donc enfin, cette recherche d'homogénéité, de démarche structurante, pleinement départementale, est une démarche qui déborde des Alpes-Maritimes, qui a pour but également de se mettre en concurrence avec l'échelon régional. Nous travaillons beaucoup avec les services régionaux et les services du syndicat mixte PACA très haut débit. L'exemple en est de 3 groupements de commandes, puisque nous ne faisons pas nos procédures seuls dans les Alpes-Maritimes, mais nous cherchons à chaque fois à nous interconnecter avec les territoires voisins, avec des mêmes schémas d'ingénierie, avec des mutualisations, des recherches d'économie. C'est ainsi que 3 groupements de commandes ont été signés avec le syndicat régional, à la fois pour la maîtrise d'œuvre, où nous avons partagé les marchés, ou sur la DSP et le marché de travaux, et puis plus récemment sur une mission de sécurité et de santé, justement, là aussi pour mutualiser des terrains d'action communs. Et puis cette recherche d'interconnexion, je salue Thierry Gallet pour le département des Alpes de Haute-Provence, le projet Nice-Digne est un projet qui nous rassemble, elle déborde aussi vers notre territoire, vers la principauté de Monaco. Je laisserai Stéphane après vous expliquer le lien qui se dessine vers Monaco, mais aussi vers la région Ligurie. Le tout pour bien démontrer que si on est un peu aux marches de notre territoire national, on est aussi au cœur de l'arc latin numérique, avec une ambition peut-être aussi européenne, méditerranéenne, pour positionner au mieux notre réseau départemental d'aménagement numérique. Voilà, je peux vous laisser la parole s'il y a des questions sur ce premier temps de notre intervention. Je n'ai pas de questions en ligne sur Internet pour l'instant. J'espère avoir été clair. Des questions dans la salle ? Non. Je vais laisser, on pourra les prendre tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Stéphane, qui va donc vous entretenir de cette mise en œuvre du SDAN 06, de vous démontrer combien le projet est lancé et sur des bons rails. Bonjour à tous, Stéphane Mangeluve. Au sein de ce projet, je suis responsable technique du déploiement de l'infrastructure très haut débit. Et donc je suis très très heureux d'avoir cette responsabilité parce que c'est un projet sur lequel je travaille déjà depuis 7 ans, depuis mon arrivée au CICTIAM. C'est un projet qui est donc sous maîtrise d'ouvrage du CICTIAM. Le CICTIAM sera propriétaire et constructeur de cette future infrastructure. Mais c'est aussi un projet complexe. Alors complexe par les engagements que le CICTIAM a pris, engagements avec des conséquences financières, engagements auprès de l'État. L'État nous contraint à déployer le réseau en 6 années. Si on ne le déploie pas en 6 années, on perd des subventions. L'Europe nous contraint. Si on n'atteint pas un certain nombre d'objectifs dans les 3 premières années, on perd des subventions. Les CTI, nous avons pris, donc les CTI, ces conventions que nous sommes en cours de finalisation avec l'ensemble des EPCI, nous contraignent également parce que chacun des EPCI a une ambition locale pour développer son économie, pour développer ses bourgs. Et puis le département, on a vraiment des engagements aujourd'hui à travers ce projet qui sont des engagements très contraignants et financièrement très contraignants. On a pris une formule de déploiement de l'ensemble de ce réseau qui fait participer de nombreux acteurs, c'est-à-dire le CICTIAM en tant que maître d'ouvrage. Mais on a choisi donc de le construire directement en maîtrise d'ouvrage. Pour ce faire, on a été obligé de recruter un maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est cette société qui s'occupe comme un architecte de concevoir le chantier, de le suivre et d'assister le CICTIAM dans l'ensemble des opérations de réception. Mais on a été obligé également de rechercher un délégataire de service public qui sera donc dans un mode affermage. Et ce délégataire aura pour mission de commercialiser, d'exploiter et de maintenir le réseau que nous lui mettrons à disposition et pour lequel il nous versera des loyers d'affermage. L'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer qu'on est en route. On avait des objectifs ambitieux, on a toujours des objectifs ambitieux, on a des contraintes fortes. Nous sommes en route. On n'a pas entendu que l'ensemble des dispositifs conventionnels soient finalisés pour démarrer les opérations. Et donc, on a lancé toutes les procédures de marché public nous permettant d'être accompagnés. Une première procédure importante, donc c'est le choix du maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre, il a été choisi de façon commune avec notre confrère, PACA CHD, qui a donc accepté de mener le groupement de commandes pour faire le choix de ce maître d'œuvre.
Le fait d'opérer en groupement de commandes était très important pour nous, tisser des liens avec notre confrère du 04 et du 05, mais également permettre d'avoir une cohérence technique et commerciale sur la totalité du réseau 04, 05, 06, de manière à intéresser d'autant plus les opérateurs sur une plaque d'importance. Ce maître d'œuvre aujourd'hui s'appelle Aegis, c'est une société que certains doivent connaître pour faire de l'eau et de l'assainissement. C'est une grosse société, ils sont au travail et ils ont aujourd'hui finalisé l'ensemble des études préliminaires. On est sous le cadre de la MOAMOP, donc avec des phases bien codifiées et légalement codifiées. Études préliminaires, avant-projet, études de projet, études d'exécution, visa, etc., etc. Alors le rôle des EP, des études préliminaires, pardon, c'est de rassurer le maître d'ouvrage sur la faisabilité financière du projet et sur le planning. Donc ce premier travail est aujourd'hui finalisé et nous rassure totalement puisqu'il est conforme totalement au schéma d'ingénierie que nos assistants maîtrise d'ouvrage avaient préalablement constitué et qui nous avait servi de base au dossier de financement. Cette étape étant finie, c'est une étape assez facile parce qu'elle se fait derrière des écrans sur Carto, à partir de la connaissance des réseaux mutualisables, qui sont les réseaux d'Orange et de RDF essentiellement. Le maître d'œuvre a commencé dès cet été à travailler sur les avant-projets. Qu'est-ce que c'est que les avant-projets et les avant-projets des travaux prévus pour l'année 2016. Qu'est-ce qu'on a dans les avant-projets en complément des études préliminaires? On rentre plus dans le concret. On avait des plans, mais maintenant il s'agit de les vérifier sur le terrain. Il y a deux choses qu'on vérifie sur le terrain. On vérifie que nous avons bien recensé la totalité des locaux et qu'on n'a pas oublié ou qu'on n'a pas pris en trop. Parce que sur plan, de temps en temps, on pourrait avoir envie d'équiper des ruines ou avoir oublié une construction récente. Donc ça, c'est la procédure de relevé de boîte aux lettres. Cette procédure, elle permet également quelque chose qui est essentiel, c'est de relever les adresses commerciales des prises qu'on construit. Il est absolument impossible de commercialiser une prise si on ne sait pas la joindre à une adresse commerciale. Donc il est fondamental dans le processus de commercialisation d'avoir un fichier d'adresse propre. Et la deuxième partie donc, de ce relevé de terrain, c'est une vérification rapide, donc visuelle, des infrastructures mutualisables. Donc il vérifie la présence des poteaux et des lignes aériennes, qu'elles soient France Télécom ou ERDF. Et il vérifie également le positionnement des chambres. Il vérifie également le mode d'induction des locaux. Est-ce que les locaux sont inductés en façade? Est-ce qu'ils sont inductés en aérien? Est-ce qu'ils sont inductés en souterrain? Donc ils essayent de préciser la façon dont les branchements terminaux seront réalisés. C'est la première opération où vous allez commencer à voir sur le terrain des équipes qui sont mandatées par le SICTIAM et qui vont donc faire du porte-à-porte pour relever les adresses. Pour pouvoir faire des travaux en 2016, on a lancé également tout de suite une seconde étape, toujours menée par le maître d'œuvre. C'est à partir des premiers avant-projets de faire maintenant les études de projet, donc les études réelles d'exécution. On appelle cette étape une étude pro. C'est l'étude qui va servir de base à la commande auprès de l'entreprise de travaux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette étude? C'est un plan qui décrit le cheminement des 5000 prises que nous avons passées en commande sur ce premier lot de construction. Un plan allant du local principal à l'habitant et décrivant précisément le cheminement de chacun des câbles. L'objectif de ces études pro, je crois que c'est important de l'avoir en tête, c'est que ces premières études pro soient terminées pour le 31 décembre 2015. Pourquoi? C'est qu'une fois que ces études pro sont finalisées, elles doivent être transmises aux entreprises de travaux. Et ça tombe bien, on a lancé en parallèle, toujours avec notre confrère PACA THD, une procédure d'appel d'offres pour retenir des entreprises de travaux. Alors j'ai dit des exprès. On est dans une procédure un peu particulière, on est sur un accord cadre. On a choisi cette formule de marché public pour pouvoir retenir plusieurs entreprises de travaux que l'on pourra solliciter sur des lots
ou sur des campagnes de travaux différentes au fur et à mesure. La deuxième idée qu'on avait en tête, c'est construire 75 000 prises en 6 ans. On risque de ne pas trouver des entreprises qui soient capables de toutes les faire. Et donc, il vaut mieux en avoir plusieurs. Ce marché de travaux, il sera attribué à la fin de ce mois de novembre. Alors, ce marché de travaux, c'est quand même un marché qui est important et qui va avoir un impact sur l'économie, le travail et l'emploi local, puisque c'est 6 ans, 12 millions d'euros, 75 000 prises. Je n'ai pas en tête le nombre de personnes qui vont travailler sur le sujet, mais c'est beaucoup de monde. C'est aussi, en parallèle de tout ça, la nécessité de former des travailleurs nouveaux qui vont être des soudeurs, des surveillants de travaux. Et peut-être que Julien vous en parlera tout à l'heure. On a un sujet de formation. Le slide précédent était pour vous convaincre que nous sommes aujourd'hui opérationnels pour, comme nous nous y étions engagés, démarrer les travaux dès le début de l'année 2016. Celui-ci, c'est pour vous démontrer que nous avons en fait déjà commencé un certain nombre de travaux opérationnels et que nous avons déjà commencé, entre guillemets, à ouvrir la route pour poser des fourreaux. Alors, on n'a pas ouvert la route tout seul. On a tenté de profiter d'opérations de mutualisation de travaux. C'est-à-dire qu'on a essayé de repérer un certain nombre de partenaires qui avaient des chantiers structurants sur les Alpes-Maritimes, des chantiers structurants pour construire le réseau principal, les artères, l'ossature principale de ce futur réseau. C'est-à-dire, une autre image, les départementales de ce futur réseau. À ce stade, on a déjà engagé, donc c'est-à-dire commandé, il y a un certain nombre de travaux sont déjà livrés, pour 45 km de mutualisation de travaux, qui représente 1,3 million d'euros, donc c'est quand même déjà une jolie somme. Ce qui est important surtout, c'est que ce 1,3 million d'euros est à mettre en comparaison avec 60% d'économies, donc un petit peu moins de 2 millions d'économies sur ces travaux. Ces travaux, comment on les repère? On les repère en ayant accès à un guichet organisé par l'État. Ce fameux article de loi L49 qui incite l'ensemble des opérateurs de travaux. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de travaux? Surtout pour les gens qui sont dans les collectivités territoriales ici. Ça peut être une entreprise de travaux, RDF, Orange, Veolia, qu'on connaît bien. Mais c'est aussi nous, maîtres d'ouvrage publics, qui de temps en temps avons, pour nos propres comptes, besoin d'ouvrir la route. Cet article de loi définit une obligation de publicité sur vos opérations de travaux lorsqu'elles sont structurantes, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont d'une certaine dimension dans le milieu urbain ou dans le milieu rural. Donc je vous incite, collectivité locale, à bien vouloir jouer le jeu également et à publier vos opérations de travaux. Et si cela était trop compliqué, à nous avertir de vos opérations de travaux. Le deuxième travail qu'on a fait, on a fait pragmatique. On est allé à la rencontre des opérateurs de travaux, ERDF, RTE, Arteria, Veolia. J'ai une rencontre la semaine prochaine avec un syndicat d'eau et d'assainissement dans la région de la Carfe. Et avec des petites pierres, on a réussi à construire ce réseau que vous voyez sur la petite carte qui est en haut à gauche. Alors vous la voyez mal, et donc je vais vous la décrire. La découverte, c'est qu'on retrouve des opérations de travaux sur tout le territoire. Il n'y a pas de territoire qui ne soit pas concerné. Tous les EPCI ont été concernés par une opération de mutualisation. La deuxième découverte pour moi, c'est qu'on a déjà démarré des opérations avec des communes. Ça me paraissait évident qu'on allait réussir à mutualiser avec ERDF. Aujourd'hui, il y a 2 communes, Gréolières et Escragnole, via la communauté d'agglo des Pays de Grasse, qui nous ont révélé des opérations intéressantes sur lesquelles on a mutualisé. Et puis la troisième découverte, c'est que les prix de mutualisation sont beaucoup plus intéressants quand c'est une collectivité locale et qu'on travaille entre nous que quand c'est d'autres opérateurs que je nommerai pas. Donc signalez-nous vos opportunités, c'est vraiment le message que je veux passer en conclusion. Il y a une deuxième petite demande auprès, cette fois-ci, des élus et des citoyens.
On construit ce réseau, on investit beaucoup d'argent. Laurent vous a donné les chiffres tout à l'heure. Maintenant, il va falloir l'utiliser et le commercialiser. Et pour l'utiliser et le commercialiser, ça dépend certes beaucoup du CICTIAM, ça dépend certes beaucoup des délégataires, mais ça dépend de vous tous en tant qu'élus et en tant que citoyens. Donc on viendra régulièrement à votre rencontre, mais on va, avec vous, proposer des démarches de communication du service public vers les citoyens pour que le plus rapidement possible, ce réseau puisse être rempli et que les investissements que vous avez bien voulu consentir servent à tout le monde. J'en ai fini et je vous laisse la parole. Il a disparu. Par rapport au distinguo qu'on peut faire entre le grand public, le marché entreprise et le marché B2B, le marché wholesale, en fait, opérateur, est-ce qu'on a déjà une première vision en fait, de la répartition possible ? Je vais faire plusieurs réponses. Merci pour la question déjà, puis j'espère que ça en déclenchera d'autres. La première réponse, c'est que nous avons commencé les démarches de délégation de services publics et donc de recherche de ce fermier qui va exploiter et commercialiser notre réseau et qu'on peut vous confirmer, sans que je vous donne de chiffres, que les plans d'affaires proposés par ces fermiers sont aujourd'hui très intéressants et répondent à nos attentes. Donc ça, c'est peut-être la première réponse qui est rassurante. Ça veut dire que si ces plans d'affaires sont rassurants, ça veut dire qu'eux-mêmes ont une vision relativement précise de la façon dont ils vont commercialiser le réseau. Et je vais faire une deuxième réponse qui me permettra de compléter quelque chose que j'avais imaginé dire sur ce slide et que j'ai oublié. C'est qu'effectivement, on construit un réseau de 75 000 prises sur 99 communes du haut pays, mais on n'oublie pas la zone littorale. Alors on ne l'oublie pas parce qu'un réseau doit être connecté au reste du monde. Donc pour être connecté au reste du monde, on sait que dans les Alpes-Maritimes, ça se trouve à Nice ou à Sofia, et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sorties vers le national et vers l'international. Et la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est que dans ces opérations de mutualisation, dès aujourd'hui, notre comité syndical nous a autorisé à investir sur des liaisons dans la zone privée, parce que c'était donc quand je dis zone privée, c'est la zone d'intervention des opérateurs privés, parce qu'il s'agissait d'un investissement de bon père de famille. Et là, il s'agit d'un lien que nous mutualisons avec la société Arteria. Arteria, c'est une filiale créée par ERDF pour commercialiser la fibre optique déployée et créée par ERDF. Un lien de 26 km entre Monaco et la Trinité. Monaco, la Trinité, donc c'est quand même un lien pour nous fondamental. Et on travaille actuellement donc, sur la conception d'un projet avec les EPCI pour répondre aux demandes de l'ensemble des zones d'entreprise qui se trouvent dans le besoin. Sans pouvoir en dire plus aujourd'hui parce que ce projet n'est pas forcément complètement abouti. Est-ce que vous allez utiliser les réseaux des fois existants de caméras de surveillance via fibre ? Oui. Donc nous travaillons depuis 2 ans avec l'équipe du CICTIAM, l'équipe SIG. Nous faisons du porte-à-porte pour le moment. Nous rencontrons les collectivités, nous collectons les informations de leur réseau de vidéosurveillance ou de leur réseau informatique. On commence à avoir une connaissance sur le territoire d'une commune sur 3. Donc j'incite effectivement là, les collectivités à revenir vers nous pour révéler, si ça n'a pas déjà été fait, leur patrimoine existant. Tout ce qui nous permettra de louer au meilleur tarif ou d'utiliser au meilleur tarif des infrastructures existantes, on l'utilisera. Il est dans ce projet de 3800 km de construction de réseaux de fibre optique, on n'a globalement que 500 km de génie civil prévu. Et nous n'avons pas les moyens d'en faire plus. Donc il faut trouver les opérations de mutualisation. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Julien, qui va vous parler de services et des usages. Bonjour à tous, donc, je suis Julien Tmanière, je travaille sur le schéma de développement
des usages et services numériques au CICTIAM. Donc le SDUN, qu'est-ce que c'est ? C'est le petit frère un petit peu du SDAN qui lui a pour objet donc, de parler de tout ce qu'on peut faire avec Internet, avec la fibre optique, le très haut débit. Donc pour continuer la métaphore ferroviaire qu'on s'est efforcé de suivre depuis le début, il ne sert à rien d'avoir des rails, des locomotives, des wagons, si c'est pour ne rien mettre dedans. Donc d'où ce photomontage qui a mobilisé notre meilleur graphiste au CICTIAM pour indiquer vraiment que derrière la fibre, il doit y avoir des projets. Donc l'historique du SDUN, il a été publié en décembre 2014 par le CICTIAM. Le but, c'est vraiment de réfléchir en même temps que le CICTIAM réfléchit à la pose du très haut débit dans le département, à réfléchir, anticiper tout ce que le très haut débit va pouvoir permettre d'effectuer pour les services publics, pour les entreprises, pour l'accessibilité, notamment sur le moyen et au pays. On sait que les problématiques d'accessibilité sont très importantes dans notre département. Et donc les enjeux pour le numérique, ils sont vraiment dans un contexte de baisse de dotation, de baisse de moyens, de pouvoir faire mieux avec moins, et aussi de mobiliser des financements. On sait que le numérique, il y a encore un secteur qui bénéficie de financements, je ne vais pas dire très importants, mais importants au niveau national, au niveau européen, avec le FEDER notamment, et que les financeurs font très attention à ce que les projets soient faits en cohérence, qu'il n'y ait pas un projet qui soit fait à un endroit, le même ailleurs, mais pour accorder les subventions, font attention à ce que les collectivités, les acteurs se soient parlé ensemble pour faire des projets avec une certaine taille critique. Par exemple, pour obtenir des financements du FEDER, un projet se situe au minimum à 200 000 €. Donc clairement, ce n'est pas un projet qui peut être fait sur une seule commune, mais qui est même compliqué sur un EPCI. Donc les objectifs du SDUN, schéma de développement des usages et services numériques, ils sont vraiment d'améliorer la qualité des services publics locaux par l'amélioration du fonctionnement des administrations, par la dématérialisation, etc., par tous les services qui peuvent être proposés aux citoyens, les téléservices qui permettent aux citoyens de ne pas avoir à se déplacer sur des lieux physiques. Mais ils sont aussi, il y a des objectifs très importants envers les entreprises. On sait que le numérique est vecteur de croissance pour les territoires. On sait que les petites entreprises, les TPE, les artisans, les commerçants n'exploitent pas au mieux ce qu'ils pourraient faire avec le numérique. Donc ce schéma vise vraiment tous les acteurs du territoire des Alpes-Maritimes, qu'ils soient publics ou privés. Au niveau de la méthode, elle est vraiment dans la collaboration, dans la mutualisation, ce qui est un petit peu dans les gènes du CICTIAM, la mutualisation, essayer de se mettre ensemble pour travailler sur des projets qui après profitent au plus grand nombre. Donc c'est un outil de déploiement qui a une feuille de route dans les prochaines années, mais on souhaite aussi que ce soit un outil opérationnel qui permette de travailler dessus, et donc de mettre tous les acteurs, qui soient adhérents au nom du CICTIAM, autour de la table pour discuter sur des projets concrets. Donc la première version du schéma, elle a été publiée en décembre 2014. Elle a un catalogue de 50 projets sur 9 lignes de service. Une ligne de service, en fait, c'est une thématique qui peut être, par exemple, l'administration. Et donc, le but aussi de ce schéma, c'est de faire un diagnostic, un état des lieux de la présence publique dans les Alpes-Maritimes, qu'elle soit en termes de points physiques, en termes de services numériques, pour après voir justement où sont les points de faiblesse, où sont les points d'amélioration qui peuvent être déclinés en projet. Le SDUN, c'est aussi une démarche innovante. Il existe un seul SDUN en France départemental, c'est dans les Alpes-Maritimes. On sait qu'il y a plusieurs autres départements qui vont se lancer dans cette démarche. On sait aussi que la SCORAN, la stratégie régionale en termes d'aménagement numérique du territoire, qui dans sa première version n'avait qu'un volet infra, donc le volet SDAN, aura dans sa V2, elle est en cours de révision, un volet usage et services numériques. Si vous consultez aussi la loi sur le numérique, qui est actuellement qui est publiée sur le site du ministère et sur laquelle vous pouvez apporter vos contributions, il y a aussi un article dedans qui porte spécifiquement sur
les collectivités qui doivent élaborer un SDUN dans chaque département. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, sur lequel le SICTIAM a une petite avance, et dont il sert pour apporter son expérience à ceux qui se lancent dans cette démarche. Donc le SDUN, comme je l'ai dit, c'est un outil opérationnel sur lequel il y a des premières briques qui ont été lancées, des premiers projets, notamment un projet qui est assez emblématique de ce qu'on souhaite faire avec ce schéma sur la Régie régionale des transports. Donc la Régie régionale des transports, c'est l'exploitant qui gère les chemins de fer de Provence, donc une petite ligne, le train d'Épingle, comme on l'appelle, entre Nice et Digne. Donc la RRT est adhérente du SICTIAM et a demandé à exprimer ses besoins au SICTIAM sur une volonté qu'elle avait de moderniser son image, d'apporter de nouveaux services à ses usagers, d'améliorer sa gestion. Et donc en face de ça, le SICTIAM a élaboré un plan de service qui permet donc à la régie d'améliorer son exploitation, mais aussi permet de proposer des services aux usagers qui font le lien entre le train et les territoires. Typiquement, ça va être comment, une fois que je suis arrivé à une commune, savoir ce que je peux y faire. Donc savoir ce que je peux y faire, il faut avoir une base de données derrière. Donc là, ça fait un lien avec un projet sur lequel que la région souhaite développer, donc, qui est Citra, qui vient de Rhône-Alpes, qui permet d'avoir une base de données unifiée et de multiples points de diffusion. Donc un usager qui irait en gare de Puget-Théniers verrait tout de suite tout ce qu'il peut faire à cet endroit-là en termes de restauration, d'hébergement, d'événements, etc. C'est aussi le numérique, donc pour ce projet-là, ça permet aussi d'améliorer l'exploitation, comme je le disais, par la géolocalisation des rames, et après donc voir tout ce qu'on peut faire derrière en termes d'information usager, savoir si le train va être en retard, informer l'usager via différents vecteurs de diffusion, le smartphone, les bornes d'information voyageurs, etc. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Il est aussi emblématique de ce qu'on souhaite faire avec le SDUN, ce projet sur les chemins de fer de Provence, parce que dans la démarche même de développement de projet, on met la notion d'agilité, d'innovation d'usage, c'est-à-dire de faire en sorte de tester tout de suite les projets avec les usagers. Donc, pour ça, il s'agit par exemple, si on met une borne à un endroit, plutôt que de la mettre tout de suite sur toutes les gares, c'est de la tester à un seul endroit, voir comment réagissent les usagers et tout de suite, en une semaine, apporter les modifications pour que cet outil serve au mieux aux besoins des usagers. Ça, c'est une démarche aussi qu'on souhaite faire avec le SDUN, c'est un outil de pilotage agile, c'est le développement agile. En termes de projet, on peut aussi... Donc là, c'est le projet avec les chemins de fer de Provence, c'était directement venu d'une demande d'un adhérent. Il y a aussi d'autres types de projets, c'est voir ce que font ailleurs les territoires, voir si ça correspond aux besoins d'ici, et donc si ça correspond, voir comment on peut le développer. Le deuxième, donc, que j'ai indiqué là, c'est le Fab Lab itinérant. C'est un projet qui vient de Manche numérique. Le Manche Lab, c'est la photo du milieu. Et donc là, il s'agit d'un projet qui répond à un enjeu d'équilibre du territoire. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un Fab Lab. C'est un lieu sur lequel on va trouver divers outils qui coûtent plutôt assez cher et donc une personne individuelle ou de petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'obtenir. Et donc d'utiliser ces outils à ces endroits qui sont en général fixes. Donc il me semble qu'il y en a 5 dans les Alpes-Maritimes qui sont entre Menton, enfin entre Cannes, Nice sur le littoral, mais si une personne veut accéder à ce type de service qui habite dans la vallée de la Vésubie, la vallée de la Tinée, la vallée du Cience, il y a clairement une question d'accessibilité à ce service. Donc là, l'objet, c'est de mettre tous ces outils dans une remorque et de faire en sorte que la remorque puisse aller dans les bourgs pour développer des projets avec les écoles, avec les collèges, montrer aux citoyens ce qui peut être fait, montrer aux petits artisans ce qu'ils peuvent faire avec ça en termes d'impression 3D. Alors, ça peut servir à tout type de métier, hein. Mais voilà, c'est assez emblématique aussi d'un enjeu d'équilibre du territoire, de faire en sorte que les usages numériques ne soient pas accessibles seulement en zone métropolitaine, en zone dense,
mais aussi dans le moyen et au pays. On peut aussi parler en termes touristiques d'un projet qu'on a qui vient de la Drôme, de Wi-Fi, territorial, qui permet donc à un usager qui arrive par exemple à l'aéroport de s'identifier une fois en Wi-Fi en rentrant son adresse mail. Et donc l'objet, c'est après, où qu'il aille sur le territoire des Alpes-Maritimes, si la structure est équipée d'un système Wi-Fi, donc là ça s'appelle SIGAL celui-là, de ne pas avoir à re-rentrer ses identifiants n'importe où. Donc c'est un projet qui a des enjeux en termes de tourisme. C'est un projet aussi qui peut avoir des enjeux en termes pareil d'équilibre du territoire, qui permet d'avoir une connexion en centre-bourg dans les petits villages gratuite pour l'usager. Donc là j'ai exprimé certains des projets qu'on est en train de lancer avec ce schéma. Il y en a beaucoup d'autres. On est en train de travailler justement sur la mise à jour. Cette mise à jour, elle doit intégrer les nouveaux projets qui se font, les projets qui viennent des territoires, les projets qui peuvent venir d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est un schéma dynamique. Le SDUN, on souhaite vraiment qu'il soit adapté au numérique, qu'il intègre tous les changements qu'il y a dans le numérique, et donc intégrer bien sûr, donc, comme ça avait été fait avec le premier schéma, les projets qui sont dans les territoires. Donc ça, on pourra en parler à la suite de l'intervention, mais on a aussi un stand derrière sur lequel les territoires, les communes, les EPCI peuvent venir parler de leurs projets d'usage et de services numériques pour voir comment il peut être intégré au schéma. Il faut savoir que l'intégration d'un projet au schéma a aussi permet de faciliter, je pense, le financement, justement, comme je l'ai dit au début, au niveau national et européen. On a appris que le CPER, pour accorder des financements national ou régional, fonde son instruction du dossier, notamment sur si un dossier est inscrit dans un schéma départemental. Ceci pour avoir une vision vraiment cohérente. Ce que je voulais établir aussi, c'est que donc là, il y a une deuxième version qui sortirait d'ici la fin de l'année. On travaille aussi sur une troisième version qui serait vraiment considérée non pas comme un schéma, mais vraiment comme un outil qui permet de mettre à jour en direct sur une plateforme, par exemple, les lieux de service public, les services qui sont proposés, de pouvoir vraiment s'en servir comme outil de diagnostic, mais aussi comme outil de pilotage de projet pour savoir quels sont les projets qui sont en cours, qui est dedans, où on en est du projet, pour pouvoir échanger au maximum. Enfin, je voulais insister sur le fait que comme le SDUN, c'est une démarche plutôt innovante, vraiment collaborative, et pour ce faire, il y a une gouvernance qui est à construire, qui est à imaginer sur de nouveaux modèles, qui est agile, ouverte, qui est vraiment opérationnelle, suivant les projets. Et donc ça, on travaille, SICTIAM, avec nos partenaires, avec tout le monde, pour imaginer le meilleur modèle possible. Voilà, je finirai juste en disant qu'effectivement, si on a un stand donc, dans le grand salon sur lequel on peut discuter ensemble des projets d'usage et services numériques, qu'il s'agisse de tourisme, développement économique, de culture. Le schéma a vraiment volonté d'être exhaustif sur ces projets-là. Voilà, merci. On doit avoir une foule d'auditeurs sur Internet parce qu'il y a une foule de questions. Et on va se faire un plaisir d'y répondre le plus vite possible. Une première question qui nous demande quels territoires sont concernés par le schéma d'aménagement. Alors, comme son nom l'indique, le schéma départemental, c'est un schéma départemental. Donc tous les territoires des Alpes-Maritimes sont concernés par le schéma. C'est une première façon de répondre, mais qui n'est pas une façon détournée de faire une pirouette. Effectivement, le SICTIAM travaille pour un projet sur la totalité du territoire. Une deuxième façon de répondre, qui est une façon opérationnelle. Aujourd'hui, le SICTIAM est mandaté pour construire un réseau d'initiatives publiques sur les 99 communes du haut pays, sur lequel Laurent va peut-être nous faire repasser une petite carto qui permettra à tout le monde de voir où se trouvent ces communes. Les 99 communes en question sont l'ensemble des communes en bleu. Pourquoi celles-ci ? Parce que ce sont les communes sur lesquelles les opérateurs privés n'ont pas déclaré d'intention d'investissement. Ils ont déclaré qu'ils ne feraient rien, donc le service public est légitime pour investir sur ces territoires.
Et après 2020, qu'est-ce qu'il se passe, on nous demande? J'ai envie de répondre par une boutade. Et après 2020, tout commence. Il nous paraît évident que ce premier projet n'est pas une fin en soi et qui va s'accompagner de plein d'autres projets, qui va être le début du projet. Donc 2020, c'est un engagement pour terminer les 75 000 prises. On aura encore beaucoup de travail derrière, à la fois pour créer des infrastructures, mais aussi pour développer les usages. Une troisième question nous est posée, qui nous demande quel coût pour les collectivités et pour les usagers. Donc là, pour prendre la casquette sur le SDAN, sur l'aménagement numérique, le défi est de supprimer les barrières à l'investissement que les opérateurs privés rencontrent aujourd'hui, qui les contraignent à rester sur la bande littorale. Et ces barrières à l'investissement supprimées, j'évoquais tout à l'heure la somme de 84 millions d'euros sur les 6 prochaines années. C'est l'investissement sur le coût total de collecte, de desserte, de transport pour amener le signal jusqu'à la prise. Ces 84 millions d'euros vont permettre justement d'apporter sur ces 99 communes les mêmes conditions de commercialisation que celles que nous rencontrons sur le littoral. Avec des opérateurs de gros, c'est notre fermier, et puis des opérateurs de fournisseurs d'accès Internet, les FAI, qui, nous l'espérons, et nous faisons tout pour, seront le plus nombreux possible, entre aussi bien les majors, les Orange, les SFR, les Numéricables, mais aussi plein de petits acteurs, de petits opérateurs locaux que vous ne connaissez pas forcément tous, mais qui ont le mérite d'apporter quasiment un service sur mesure, très spécialisé, dans des niches professionnelles qui peuvent justement dynamiser ce marché-là. Stéphane, je peux te laisser la question sur le calendrier de mise en œuvre. À quand le premier utilisateur connecté ? Alors, je vais tenter d'y répondre. Les engagements que nous prenons vis-à-vis du fermier, donc cet opérateur privé qui va commercialiser ce futur réseau, c'est de lui fournir des prises commercialisables en 2016. Et c'est 8000 prises commercialisables que nous avons indiquées à notre fermier. Donc dès 2016, 8000 prises raccordées. Je vais compléter la réponse de Laurent sur le sujet précédent. Dans la conception de ce réseau d'infrastructures publiques, sur la question du prix à l'usager, le SICAM s'est engagé à raccorder les habitations au plus près. Qu'est-ce que ça veut dire au plus près? Ça veut dire qu'on s'engage à 70 mètres à vol d'oiseau. Alors, quelles conséquences pour l'usager, qu'il soit collectivité territoriale ou grand public? C'est que les prix de branchement et donc de raccordement seront identiques dans la zone rurale que dans la zone littorale. C'était l'objectif donc d'aller jusqu'au plus près des maisons. Et pour les collectivités, sans pouvoir trop indiquer des niveaux de tarifs, nous travaillons aujourd'hui avec le futur fermier, ou les futurs fermiers pressentis, devrais-je dire aujourd'hui, à une offre spéciale et dédiée pour les services publics, de manière à la déployer le plus vite possible. Est-ce que je vous passe la parole ? Merci Stéphane. Francis Kuhn me dit, si vous voulez parler, il faut vous approcher du micro. Parce que sans ça, il ne vous lâchera pas le micro. Et il a bien raison. Simplement, je suis passé, comme je le fais un petit peu sur toutes les tables, sur cette journée utilisateur du SICTIAM pour vous saluer, voir comment nos ateliers fonctionnent. Et vous êtes sur un des ateliers qui, à mes yeux, est l'un des plus importants, avec des annonces qui sont faites sur le schéma départemental d'aménagement du numérique. Je veux saluer les nombreux élus, les maires, les représentants des différents départements, 06, 83, 04, qui sont fidèles à ces journées utilisateurs, tous les hauts techniciens qui sont présents aussi. Et cette journée, et sur cet atelier en particulier, je dirais que nous avons une problématique sur laquelle vous pouvez jouer par rapport aux relais que sont les vôtres. La première problématique que nous avons, c'est, bien que l'opération va être lancée le 3 décembre par Éric Ciotti au Conseil général, par une signature entre le CD 06 et le SICTIAM, le président du SICTIAM, il y aura derrière des ajustements en termes financiers. Et si la dotation de l'État est aujourd'hui acquise, il nous reste à convaincre les différents partenaires, que ce soit
les grandes communautés d'agglomération, la CASA, la CARF, le pays de Lérins, le pays de Grasse, la métropole niçoise, la communauté de communes des Alpes d'Azur, autant de sujets sur lesquels il reste encore pas mal de choses à se dire, à échanger. Nous travaillons aussi avec la région. Les élections régionales qui se profilent au mois de décembre ne sont pas forcément favorables à une discussion immédiate avec des engagements, quoi qu'on pourra toujours demander aux différents candidats leur engagement et leur soutien au schéma départemental, et on verra ce qu'ils pourront nous répondre. Mais ça retarde un petit peu la réponse puisque l'exécutif n'est pas en place. Il n'en restera pas moins vrai également que nous avons, et je fonde des espérances. J'ai été la semaine dernière à Chamonix avec le Premier ministre et quasiment un nombre de ministres assez important sur l'acte 2 de la loi montagne. Et quand je parle de loi montagne, pour moi, c'est la ruralité, c'est la montagne. Je vois ici un certain nombre d'élus ou de représentants de cette ruralité. Et je peux vous dire que je fonde en ma qualité de parlementaire de réels espoirs sur ce nouveau chantier qui est l'acte 2 de la loi montagne, qui a été établi il y a plus de 30 ans, qui a été voté il y a plus de 30 ans. C'était 84-85. Depuis, le monde du numérique est arrivé là-dessus et la loi montagne n'a pas évolué. Donc cet acte 2 va nous amener très probablement à avoir des choses à dire. Et entre autres, le Premier ministre a passé déjà une première commande, une première réaction à Antoine Darod, qui est donc celui qui a la charge de la mission au niveau du très haut débit national, de pouvoir dire il faut prendre en compte ces territoires. Ces territoires, ce ne sont pas des territoires qui ont que des handicaps, ce ne sont pas que des territoires qu'il faut en permanence compenser, ce sont au contraire des territoires qu'il faut savoir aménager, qui ont des plus-values à attendre. Et on voit bien aujourd'hui qu'après avoir vécu l'exode rural, on se retrouve à avoir un exode urbain qui fait que ces territoires sont repris d'assaut avec une certaine volonté. Et on ne peut pas se tenir loin de cet aménagement du numérique, de ce schéma départemental qui permettra à toutes les communes, à 100% des communes des Alpes-Maritimes, d'avoir le très haut débit. Alors quand je disais très haut débit, je posais la question à Francis Kuhn. Francis, très haut débit, c'est quoi? Il me dit, oh, c'est la fibre, c'est du 100 mégas et peut-être plus encore. Allez, moi je suis plus pessimiste. Je dirais que si on a déjà du 20 mégas à la sortie, on sera content. Hein, on arrivera déjà, mais non, si on monte à 100, Francis, tant mieux. Mais on voit que quand certains élus nous appellent et nous disent « Bon, avec 512 cas chez moi, je pédale quand je les ai », ou quand certains nous disent « Vous nous promettez le très haut débit, mais on n'a même pas la téléphonie mobile », bon, tout ça, ça va quand même marcher de pair et on va arriver à avoir des résultats assez rapidement. En tout cas, quand je suis rentré, l'une des questions à laquelle vous avez répondu, c'était pour quand la première prise sur les 75 000 prises auxquelles nous pouvons nous attendre dans le département, sur 1 million d'habitants. C'est fin 2016. Fin 2016, sur un plan qui est quand même un plan à 90 millions d'euros sur la première tranche, plus 20 millions de plus sur la deuxième tranche. Autant dire là aussi qu'il va falloir mouliner et ramer pour aller chercher des financements. Et j'espère, pour revenir aux déclarations du Premier ministre, que les 19 millions sur lesquels l'État s'est engagé sur ce plan, nous aurons capacité à avoir un petit coup de pouce, un petit coup de plus. Alors, avis à tous les élus de montagne, de la ruralité, tenons-nous en alerte sur ces sujets. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, parce que je ne suis pas venu pour vous faire un long discours, j'étais venu en visite. Et j'ai trouvé que le début de ma visite était fort intéressant avec la présentation notamment de toutes les nouvelles technologies, de toutes les innovations que nous propose l'ensemble de ceux qui sont venus agrémenter ces journées utilisateurs. Alors, il est bien évident qu'on est sur les usages, mais que les usages ne seront rien et ne pourraient rien être s'il n'y a pas les infrastructures. Et les infrastructures, vous y travaillez. Bonne continuation, bon travail. Je suis sûr qu'avec le trio qu'il y a là, vous aurez des réponses à tout. Merci. Merci, Charles.
Il nous reste, si vous avez encore 2 minutes de patience, à répondre à 2 questions sur le schéma des usages et le développement des services. Et je vais laisser la parole à Julien. Oui, donc on a une, on a une question. Oui, j'ai pas précisé, mais le SDUN est accessible sur le site du SICTIAM. En tapant, le plus simple, c'est de taper dans Google SDUN SICTIAM. Et donc SDUN, SDU-SN. Voilà. Une autre question, les services numériques du SDUN concernent-ils aussi le domaine de l'éducation? Exemple, intégration avec les ENT, etc. Oui. On sait que le numérique touche tous les domaines des collectivités. C'est justement ça qui est intéressant, mais qui est aussi complexe, puisqu'on a souvent l'habitude de travailler un peu en silo, l'éducation d'un côté, le développement économique de l'autre. Le SICTIAM, avec les 9 lignes de service qui sont identifiées, a bien évidemment une thématique éducation, sur lequel un des premiers projets porte sur un cloud territorial éducatif. Il y a une dernière question qui s'était rajoutée. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, qui indique que c'est un très beau projet, très ambitieux, pour une connectivité sur le haut pays au moins aussi bonne que sur la zone littorale, autant pour les particuliers que pour les professionnels. Quelqu'un veut répondre à ça? Merci pour le compliment en tout cas, mais ça démontre bien que l'objectif est d'aller, pour l'initiative publique en tout cas, aussi vite que les opérateurs iront sur la bande littorale en 5 ans, aller à la même vitesse sur les 77% du territoire restant pour aboutir à un même point de rendez-vous 2021 avec un objectif au plus proche des 100% de notre territoire. Voilà, ce qui serait pour un département rural et de montagne en France un des rares cas où 100% fibre est un objectif atteint en 6 ans. Voilà. Je pense que ça peut être la remarque de la fin, qui est une remarque encourageante et qui nous donne du pain sur la planche, mais on a de l'ardeur et on va poursuivre l'effort. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre disponibilité, votre présence et à très bientôt.